En définitive, on a des profils, et c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs qui fait une certaine richesse, je trouve, de notre métier, c'est que nous avons des profils qui sont très différents les uns des autres. On a un certain nombre de photographes qui commencent de manière, on va dire, extrêmement classique, en faisant même parfois une grande école, du type Lumière, Gobelin ou Arles, et qui deviennent ensuite véritablement photographes professionnels et qui vont s'investir dans un domaine particulier. Alors qu'il y en a d'autres qui vont, même encore aujourd'hui, qui vont commencer sans avoir fait aucune formation et qui vont apprendre sur le tas petit à petit. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et à vous épanouir dans votre activité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Mathieu Baudot, président de l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Mathieu va nous parler du rôle et des missions de l'UPP, de l'épineuse question des tarifs et des droits d'auteur, d'intelligence artificielle et également de la bataille que cette structure mène concernant l'originalité de l'œuvre des photographes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Mathieu et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fred-Marie, merci beaucoup de m'accueillir dans le cadre de ce podcast. Mathieu Baudot, auteur-photographe et président de l'Union des photographes professionnels et depuis 2 jours également président de la sécurité sociale des artistes-auteurs. D'accord, félicitations. Alors je n'étais pas tout seul, j'étais aussi avec un certain nombre d'autres organisations et de diffuseurs au sein du conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs et donc je siège au bureau avec l'UNAC, la musique pour faire simple, le SCA, le cinéma audiovisuel et la SGDL, les écrivains. Voilà. Mais on va parler plus précisément, je suppose, des photographes, puisque c'est ce qui nous intéresse. Effectivement. Et avant de parler de ça, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi pour comprendre qui tu es, ton parcours, d'où tu viens. Et j'ai lu un petit peu sur Internet ta bio et t'as un parcours qui est atypique, si on peut dire encore qu'un photographe a un parcours atypique. Est-ce que tu peux nous en parler, te présenter un peu plus longuement ? Alors, j'ai une 50aine d'années, on va dire. Il y a à peu près une 30aine d'années, j'ai commencé des études. Et des études, je les ai faites dans le sud-ouest, à Toulouse, très exactement, où j'ai fait Sciences Po, avec grand plaisir d'ailleurs. Et à la suite de ça, j'ai fait un petit passage à Subdeco Bordeaux pour un 3e cycle. J'ai fait mon service militaire. J'étais un des derniers à avoir l'obligation de le faire. Donc je l'ai fait à l'époque dans la Marine nationale. Et ensuite, j'ai travaillé. Alors, j'ai eu plusieurs postes, plusieurs boulots à la suite de ça. J'ai travaillé en cabinet de conseil, dans les gros cabinets de conseil américains. J'ai travaillé au cabinet du vice-premier ministre au Québec. J'ai été précepteur en Afrique. Et ensuite, j'ai passé une bonne douzaine d'années ou une quinzaine d'années dans les chambres de commerce où j'ai d'abord été DRH et DAF et ensuite j'ai dirigé un centre. Alors ça, c'est ma première vie, donc on va dire à peu près jusqu'à l'orée de mes 40 ans. Et là, alors ça n'a pas été une crise de foi ou une crise existentielle, mais en revanche, j'ai senti que, en définitive, tous les boulots que j'avais eus entre mes études et mes 40 ans, je les avais faits avec plaisir, mais sans beaucoup de plaisir par ailleurs. Et c'est là que j'ai opté pour quelque chose qui m'attirait, c'est-à-dire la création artistique. Et je me suis tourné vers la photographie. Ça a été un peu long, ça n'a pas été quelque chose qui est descendu comme ça directement du ciel en me disant « Ah, je suis photographe et j'ai toujours été photographe ». Non, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant un certain nombre de temps à titre personnel. Et pour pouvoir bien le faire, eh bien, je suis retourné sur les bancs de l'école. Donc, je suis allé faire un certain nombre de formations professionnelles à l'école des Gobelins à Paris. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur un premier projet personnel, artistique. Et parallèlement, j'ai commencé à avoir quelques commandes, donc de diffuseurs, on pourrait appeler ça des clients aussi. Et donc j'ai fait ma première exposition à Paris en 2014 de mémoire et j'en ai fait une suivante, l'année suivante,
à Buenos Aires. Et après, j'en ai fait encore une autre à Buenos Aires, et ainsi de suite. Donc, j'ai été lancé dans le cadre donc de mon activité artistique comme ça, et à avoir aussi, bien évidemment, de plus en plus de commandes de la part des entreprises, puisque je travaille essentiellement dans le corporate. À la fin des années 2010, donc c'était à peu près il y a 5 ans, alors la première chose que j'avais faite quand je suis devenu photographe, Fred Marie, alors je parle beaucoup, hein, donc peut-être va-t-il falloir que tu m'interrompes, mais la première chose que j'ai faite lorsque je suis devenu photographe, alors je ne sais pas si c'était mes anciennes fonctions de DRH qui ont fait ça, c'est que la première chose que j'ai faite, j'ai pris ma carte à l'UPP, partant du principe que en tant que photographe, en tant qu'indépendant, il fallait absolument que j'appartienne à une organisation professionnelle qui serait là pour me représenter et me défendre auprès des pouvoirs publics, auprès des autres. Et alors, moi, à titre personnel, je n'ai pas utilisé les services de l'UPP, ou je n'ai pas utilisé les avantages que l'UPP offre alors que j'étais adhérent, alors que j'aurais pu. Bon, pour X raisons, ça c'est mon choix, mais je cotisais, je payais mon adhésion tous les ans parce que ça me paraissait important de donner mon obol à une organisation professionnelle comme celle-là. Et je crois qu'il est très important pour tous les photographes d'en faire de même. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de... Et je vais revenir après sur mon engagement à l'Union des photographes professionnels, à l'UPP. Je crois qu'il est important pour tous les photographes d'avoir une organisation qui les défende et qui les représente. J'entends trop souvent des consoeurs, des confrères qui me disent « Ouais, mais bon, tu sais, j'ai pas forcément besoin. » Ben ouais, jusqu'au jour où, comme par hasard, ils ont un problème et là, ils sont bien contents de découvrir l'UPP, le service juridique, etc. Mais je dis toujours, moi, l'UPP, je paye les murs, je paye surtout tous les mois les salariés. Ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, nos salariés. On est obligé de les payer. Donc, pour pouvoir le faire, il faut bien évidemment que chaque photographe puisse participer à cet élan-là. Et après, on en reparlera vraisemblablement sur l'histoire de l'UPP, mais c'est important. Donc voilà, une première chose que j'ai faite quand je suis devenu photographe, c'est que j'ai pris ma carte, si je puis dire, à l'UPP, ou du moins j'ai payé mon adhésion. Et donc j'ai été élu il y a maintenant 5 ans au conseil d'administration. J'ai d'abord été trésorier, très rapidement vice-président, et il y a 2 ans, le conseil d'administration m'a fait confiance en m'élisant président. Voilà. D'accord. Et justement, cet engagement, tu l'as eu depuis quand? Depuis Sciences Po, ou c'est venu en cours de route un petit peu? Alors, j'ai toujours eu un... Alors, à l'époque de Sciences Po, j'avais un engagement politique, mais qui n'était pas... Alors là, pour le coup, ça va être un peu allé de manière antinomique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais je n'étais pas encarté dans une organisation ou un syndicat étudiant, parce que je me refusais d'eux, mais en revanche, j'avais bien évidemment des préférences, et je participais à un certain nombre de réunions, ou de colloques, de conférences, etc., de quelques... Je ne donnerai pas les noms d'ailleurs, Fred, pour qu'on ne me mette pas d'étiquette sur le front. Mais oui, bien évidemment, je pense qu'à Sciences Po, on a en tout cas cette appétence et cet appétit, ce goût pour tout ce qui touche à l'intérêt collectif, à l'intérêt général. Il y a la défense des intérêts des étudiants, et de manière plus générale après, on va dire, de certaines obédiences politiques. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, et qui est une émulation d'ailleurs pour nous en tant qu'étudiants, surtout à cet âge-là, quand on a 20 piges, on a le sang chaud. Et j'ai même continué ensuite, lorsque j'ai fait mon 3e cycle à Subdeco Bordeaux à l'époque. J'ai continué cet engagement où là, à Subdeco, c'était quand même pas très bien vu. On aurait préféré que je m'occupe du BDE et offrir des coups à boire plutôt que de m'occuper de politique. Mais bon, ça c'est les écoles entre elles qui ont des histoires, des historiques et une culture différente. Donc oui, bien évidemment, il y a eu des engagements, mais l'engagement le plus fort, il a été... Enfin, moi, je l'ai vu lorsque j'étais dans les chambres de commerce en tant que DRH, où j'étais face à des représentants syndicaux ou des représentants du personnel. Et j'ai toujours trouvé qu'il était intéressant pour les gens que j'avais en face de moi de voir leur engagement à eux. Puisque moi, j'étais de l'autre côté, puisque je défendais les intérêts de l'employeur public, ceci dit.
mais je défendais les intérêts de l'employeur. Mais j'ai toujours eu en tout cas du respect pour les personnes que j'avais en face de moi. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que lorsque je suis devenu photographe, j'ai adhéré tout de suite à l'UPP. Oui, c'est amusant de noter que tous les deux on a fait la même école, on était allés à Sciences Po Toulouse, donc on est tous les deux des dangereux gauchistes. Alors ça, c'est toi qui le dis. Ah, c'est une petite boutade. Mais effectivement, c'est pas du tout le cas. Que les choses soient très claires, que les choses soient très claires. Je trouve qu'il est très important pour chaque citoyen français d'avoir des opinions politiques et de participer au vote. En revanche, moi à l'UPP, en tout cas en tant qu'élu de l'UPP, je me refuse catégoriquement à présenter d'une part mes opinions politiques, parce qu'elles n'ont pas lieu d'entrer dans ce cadre-là. À l'UPP, on est une organisation professionnelle pour défendre les intérêts des photographes. Donc, je ne fais pas de politique à ce niveau-là, ou du moins sur l'échiquier politique français. Mes interlocuteurs, ce sont tous les parlementaires et tous les gouvernements, quels qu'ils soient, et quels que soient les partis politiques ou les obédiences politiques de mes interlocuteurs. Donc, moi, je rencontre tous les parlementaires qui souhaitent rencontrer l'UPP, et je donnerai ensuite les positions, mais qui sont des positions au titre de la vie professionnelle des photographes. Donc que les choses soient très claires par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Contrairement à d'autres syndicats, chez les artistes-auteurs, qui peuvent avoir des opinions politiques ou des obédiences politiques, nous à l'UPP, nous n'en avons pas. Moi en tant que président, mais je crois que c'était la même chose avec mes prédécesseurs, c'est pas je crois, c'est certain, tous mes prédécesseurs, ils avaient beau avoir des opinions à titre personnel, et tant mieux, mais en tout cas, eux, lorsqu'ils étaient présidents, n'avaient pas de présentation à ce titre-là pour l'UPP. Nous sommes une organisation professionnelle de défense des intérêts des photographes. Je suis très clair par rapport à ça. Ah, tu as raison, et puis je te mets tout de suite à l'aise dans ce format, dans cette émission, qui est une émission que je crée comme une émission journalistique, parce que je suis journaliste avant d'être photographe peut-être même, et quand on est journaliste, on se refuse aussi à avoir toute opinion politique, en tout cas on ne va pas étaler notre opinion et ce qu'on pense, parce que c'est pas le but en fait, on est là pour apporter une information aux gens, et c'est important de le souligner, tu as raison. D'ailleurs, l'UPP n'est pas un syndicat. On est d'accord sur ce point-là aussi, ou c'est quoi la définition d'un syndicat pour toi? Juridiquement, l'UPP est une organisation professionnelle sous le statut de la loi d'association de loi 1901. Donc ça, c'est notre statut juridique. Nous n'avons pour l'instant pas fait le choix, alors pour l'instant, on peut toujours en débattre, mais en tout cas aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une association de loi 1901 et non pas celui d'un syndicat. Parfois, ça nous est reproché par un certain nombre d'organisations professionnelles d'auteurs-artistes, plus ou moins représentatives, qui nous reprochent de ne pas être un syndicat, mais aujourd'hui, nous le sommes comme ça. L'UPP, en tant qu'organisation professionnelle, a 3 missions principales. La première, bien évidemment, c'est de défendre les intérêts des photographes professionnels, en tout cas dans leur métier, et particulièrement le droit d'auteur. C'est le cœur même, l'essence même de notre engagement au sein de l'UPP. Le droit d'auteur, alors chaque fois que je fais référence à Beaumarchais, mes confrères, mes consoeurs, voire mes salariés me disent arrête de parler de Beaumarchais. Mais oui, mais bon, il y a 230 ans ou 240 ans, c'est quand même lui qui a mis la base dans le cadre des droits d'auteur. Mais voilà, le droit d'auteur, c'est un engagement extrêmement fort au sein de l'UPP. La deuxième mission, c'est que nous représentons les photographes auprès des tiers. Donc on les représente bien évidemment auprès de notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture principalement. Ça peut être éventuellement le ministère de l'Économie et des Finances, ou le ministère, alors c'est plus un ministère de tutelle, mais en tout cas le ministère des Affaires sociales, dans le cadre des affaires sociales qui touchent les photographes. Ça peut être bien évidemment auprès de l'ensemble des parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, mais aussi après toutes les organisations dans lesquelles on peut siéger, organisations, organismes, fédérations, etc. Donc je vais donner quelques exemples. On siège par exemple à l'AFDAS, donc qui est la formation professionnelle. On siège à la sécurité sociale des artistes-auteurs, qui a été mise en place à la suite de fusion, c'est pas le bon mot juridiquement, mais ça revient à ça, entre l'AGSA et la Maison des artistes. Ça peut être aussi à l'IRSEC,
donc qui est la caisse de retraite pour les artistes-auteurs. Ça peut être, je crois, au Fonds d'art contemporain. Oui, c'est ça, le Fonds d'art contemporain. J'oublie toujours les acronymes. Hein. Ça peut être auprès de... Alors, il y en a beaucoup. Donc, on a des représentants, soit à titre personnel, soit au titre de l'UPP, qui représentent donc les photographes. On représente les photographes de manière universelle, c'est-à-dire partout, et quel que soit le statut du photographe. On reviendra là-dessus, puisqu'il y a 3 statuts, globalement, entre guillemets, statuts: les artisans, les auteurs-artistes, les photojournalistes. Historiquement, on représente les auteurs-artistes d'un côté et les photojournalistes, et de manière un peu plus récente, les artisans. Et j'en profite, avant de parler de la 3e mission, tu vois, je ne perds pas le fil, et j'en profite pour saluer mes consoeurs et mes confrères artisans photographes représentés à la FFPMI par Amélie Soubrier, qui fait un travail extraordinaire, voilà, avec qui nous sommes en contact. 3e mission, c'est un peu particulier pour une organisation professionnelle. Ça nous est d'ailleurs suffisamment reproché par quelques organisations ou groupuscules, parfois pas forcément représentatifs des artistes-auteurs, qui nous disent une organisation professionnelle ne doit pas avoir de mission d'action culturelle. Eh bien, nous sommes très fiers d'en avoir une, puisque nous avons la chance à Paris d'avoir une galerie, enfin un espace d'exposition très exactement, où nous présentons tous les mois un ou plusieurs photographes adhérents de l'UPP, avec une série qui a été sélectionnée par une commission expo au sein de l'UPP, etc. etc. D'ailleurs, je salue le travail qui est fait par cette commission expo, qui est dirigée par Julien Hay, qui est un de mes confrères et membre du conseil d'administration également. Tu vois, je passe des messages comme ça lorsqu'ils m'écouteront. Et après, évidemment, je salue tous les administrateurs, toutes les administratrices de l'UPP, et je les remercie de leur travail et de leur implication au sein de l'UPP, de tout ce que l'on fait. On utilise aussi, bien évidemment, cet espace d'exposition pour présenter à chaque fois le lauréat du prix Les Femmes s'exposent, où il y a une lauréate, très exactement, qui est présentée aussi dans nos locaux, mais aussi le prix UPP, qui est le prix photo que nous avons lancé il y a 2 ans, pour la première année, qui était en partenariat avec Picto, qui est donc un tireur à Paris, et aussi en ligne. Et depuis maintenant 1 an ou 2 ans, on le fait seul. Donc le prix UPP, d'ailleurs, dans peu de temps, on va lancer les candidatures. Donc photographes, n'hésitez pas à déposer une série photographique pour le prix UPP. Il y a 2 lauréats, un pour les adhérents et un pour les non-adhérents, bien évidemment. Alors la qualité, qu'on soit adhérent ou pas, c'est pas ça qui est pris en compte, bien évidemment, mais c'est la valeur du prix, puisque nos adhérents auront plus d'argent que le lauréat non-adhérent. Voilà. C'est combien le prix ? C'est 4 000 € pour les adhérents et 2 000 € pour les non-adhérents. Et je suis très content parce que, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu la lauréate parmi les adhérents de l'UPP qui avait reçu 4 000 €, Aline Deschamps, que je salue d'ailleurs pour sa magnifique série qu'elle avait faite sur les femmes esclaves au Liban, à Beyrouth. Eh bien, je sais que le prix, enfin en tout cas les sous qu'elle a reçus de la part de l'UPP à ce titre-là, lui a permis de terminer toute sa série pour pouvoir aller, après être allé au Liban, ça lui a permis d'aller au Sierra Leone, puisque les fameuses esclaves, etc., venaient du Sierra Leone. Et donc je sais que ça lui a permis de terminer sa série en allant au Sierra Leone. Donc je suis très content que, en définitive, l'argent que nous avons versé au titre de ce prix lui a permis de terminer sa série. Donc voilà. C'est une fierté de ce côté-là d'avoir pu donner un gros coup de main à une consoeur dans ce cadre-là. Voilà. Donc je rappelle, les 3 missions du PP: défendre les intérêts des photographes, avec particulièrement le droit d'auteur, les représenter auprès des tiers, et ensuite cette mission d'action culturelle. D'accord. Combien il y a de photographes au sein de l'UPP actuellement, en 2023 ? Alors il y a 2 choses. Il y a combien de photographes de manière générale ? Donc là, il y en a plusieurs milliers, 5 000, 6 000. Combien à jour de cotisation ? Et c'est toujours ça le problème. À jour de cotisation, on doit être à peu près à 1100. D'accord. Ce qui nous permet donc d'avoir
1100, c'est certainement la plus importante organisation de photographes en France. Et j'en suis très fier, puisque je rappelle que l'histoire de l'UPP, qui existe depuis 1947, alors c'était pas sous ce nom-là, c'était sous un autre nom, puisque il y avait plusieurs organisations qui existaient, ou d'amicales, etc. Et au fil des années, toutes ces organisations, toutes ces amicales, tous ces clubs se sont tous rapprochés les uns après les autres. Et la dernière fois qu'il y a eu un rapprochement, c'est celui qui s'était opéré en 2010 entre, d'un côté, pour faire simple, les auteurs et de l'autre côté, les photojournalistes. Et donc, depuis 2010, on s'appelle l'Union des photographes professionnels. Et donc, à l'époque, on représentait les auteurs artistes et les photojournalistes. Et puis, depuis, je crois, le milieu des années 2010, on représente aussi les artisans, même si on partage ça avec nos confrères de la FFPMI. Voilà. La FFPMI, on a eu l'occasion d'en parler dans un précédent épisode avec Thibaut Chape, qui est toujours investi d'ailleurs dans cet organisme. Et on parlait justement un petit peu de défense des photographes à ce niveau-là. C'est un peu compliqué, non, de devoir gérer 3 typologies de photographes, sachant que il y a beaucoup de photographes qui partagent un peu les 3. Il y a beaucoup de photojournalistes qui sont artisans parce qu'ils font aussi du mariage à côté, ou d'autres qui sont auteurs parce qu'ils font du corpo aussi à côté. Mais il y a quelque chose d'autre avant de parler de ça qui m'intéresse, qui est lié à ton profil, qui est un profil de photographe qui s'est découvert un peu sur le tard. Tu n'as pas découvert la photo en école de photographie comme une partie de la population de photographes aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que au sein de l'UPP, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont commencé la photo sur le tard, ou est-ce que vous êtes un peu renseigné sur la proportion des photographes qui commencent en étant en école, et ceux qui se reconvertissent, tu vois? Alors, j'aurais même tendance à dire que même pour les plus anciens d'entre nous, il n'y avait pas forcément d'école. Donc c'était souvent en plus le métier qui s'apprenait un peu sur le tas, c'est-à-dire on devenait assistant d'un photographe pendant un certain nombre d'années, et puis après on devenait photographe. Donc j'ai un certain nombre de mes confrères ou de consoeurs qui ont commencé sans faire d'école. En définitive, on a des profils, et c'est ça qui est intéressant, et d'ailleurs qui fait une certaine richesse, je trouve, de notre métier, c'est que nous avons des profils qui sont très différents les uns des autres. On a un certain nombre de photographes qui commencent de manière, on va dire, extrêmement classique, en faisant même parfois une grande école, du type Lumière, Gobelin ou Arles, et qui deviennent ensuite véritablement photographes professionnels et qui vont s'investir dans un domaine particulier. Alors qu'il y en a d'autres qui vont, même encore aujourd'hui, qui vont commencer sans avoir fait aucune formation et qui vont apprendre sur le tas petit à petit. Bon. J'en veux pour preuve que, par exemple, au sein même du conseil d'administration de l'UPP, nous avons des profils qui sont très différents les uns des autres. J'ai un de mes administrateurs, par exemple. Alors lui, il a fait une thèse, je crois, en biochimie, si je ne me trompe pas. Et quelques années après avoir obtenu sa thèse, il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait, c'était la photographie. Et il s'est lancé dans la photographie. Je crois que j'en ai un autre qui a fait Lumière et pouf, qui était directement. Il y en a un autre qui, pendant 30 ans, a fait que de la photo depuis l'âge de 20 ans. Il y en a comme moi qui sont passés par d'autres métiers avant de devenir photographe. Alors il y en a d'autres qui étaient déjà dans le milieu de l'image. J'ai par exemple une de mes consoeurs qui, elle, avait été iconographe avant, dans la presse. Avant de devenir photographe. Il y en a une autre qui travaille, je crois, en agence de communication, et ainsi de suite. Donc, on a des profils vraiment différents des uns des autres, et c'est ça qui fait, je crois, la richesse des photographes de manière générale. Pour répondre à ta question, tu appelais ça la typologie de photographe. Moi, j'avais appelé ça statut, mais c'est un terme qui est impropre, parce que c'est pas vraiment des statuts, mais en tout cas des règles, on va dire, juridiques, fiscales, sociales, qui nous régissent. Il est vrai qu'il y a des différences entre, d'un côté, les artisans, les auteurs et les photojournalistes. Aujourd'hui en France, on se retrouve avec... Il y a encore quelques années, je crois, les choses étaient plus simples. Lorsqu'on était photographe de photographie, on va dire sociale, c'est-à-dire on travaillait pour des particuliers, c'était relativement simple, on ne faisait que ça.
ou lorsqu'on était auteur de corporate, photographe, auteur-photographe dans le corporate, ou dans la pub, ou dans la mode, on ne faisait que ça. Ou le photojournalisme, on ne faisait que ça. Aujourd'hui, du fait notamment d'une forme de précarité économique et financière de notre domaine d'activité, donc de la photographie, on se retrouve avec des photographes qui sont en train de jongler dans différents types de photographies. On peut avoir des journalistes qui vont aller faire du corporate parce qu'ils se retrouvent que que malheureusement les éditeurs de presse ne payent pas suffisamment bien ou qu'il y ait une récurrence suffisamment importante. J'en veux pour preuve que les photojournalistes détenteurs de la carte de presse ou les photographes détenteurs de la carte de presse sont de moins en moins nombreux. On est passé, je crois, en l'espace de quelques années, de 400 ou 500 je parle de photographes détenteurs de la carte, à, je crois, aujourd'hui 150. C'est symptomatique de quelque chose. Donc forcément, pour continuer à vivre de notre métier qui est celui de la photographie, on va faire d'autres activités photographiques. Donc on va se tourner vers le corporate ou vers la pub ou éventuellement vers ce que tu disais tout à l'heure, le mariage, etc. Ceci dit, ça peut être une certaine richesse aussi également. C'est-à-dire que il peut être intéressant, je pense, pour des donneurs d'ordre, donc c'est-à-dire le client qui fait un mariage, d'avoir une vision qui est celle d'un reporter photographe et qui sera peut-être différente, on va dire, du photographe qui ne fait que du mariage. Je n'ai rien contre celui qui ne fait que du mariage, hein. Ce n'est pas du tout mon propos, parce qu'il va avoir un œil, une patte, il va être peut-être identifié même avec son type de photographie, ce qui est très bien. Mais de l'autre côté, il est peut-être intéressant d'avoir une autre vision. Mais ça, c'est en fonction à chaque fois, du donneur d'ordre. Je le vois pour ma part, vis-à-vis de mes clients entreprises me font travailler parce qu'ils apprécient l'œil que je leur apporte, qui est l'œil de Mathieu Baudot. Voilà. C'est-à-dire ma patte. Et je pense qu'il en est de même pour mes consoeurs ou mes confrères que je croise. Ils me disent, mes clients qui me font travailler régulièrement, ils me font travailler régulièrement parce que j'apporte quelque chose qui est particulier, qui est propre à moi. Voilà. C'est le propre, j'allais dire, de notre activité de création où on apporte chacun notre propre œil. Voilà. Comme un peintre apporte son pinceau ou l'écrivain apporte sa plume. Et c'est ça qui fait, je pense, la beauté de notre métier. Tu as mis le doigt sur un truc important, sur le changement de paradigme qu'on observe sur la question des marchés de la photo qui ont évolué, parce que une photo coûte, en tout cas on va dire s'achète de moins en moins cher, un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs, peut-être que dans le secteur du mariage ou dans le secteur de la photo sociale c'est peut-être un peu différent, parce qu'on peut difficilement substituer à travers la technologie à ce métier-là. Mais en tout cas, dans le métier de la presse, avec ce qu'ont fait les agences filaires comme l'AFP, etc., au marché, ou la photographie corporate, avec l'émergence d'une nouvelle typologie de photographes semi-professionnels, on va dire, et les tarifs qui sont pratiqués, il y a quand même des évolutions du marché. Quel regard porter sur ça et maintenant qu'on parle de l'IA, je mets un peu les pieds dans le plat, et qu'on voit un peu les opportunités qui arrivent pour les clients, quelle est la place de l'UPP là-dedans et quelle est la place du photographe tout court dans cette évolution, selon toi? Alors, les considérations économiques ont toujours existé. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à cette année-là. C'était déjà le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Donc, les considérations économiques existent. J'aurais tendance à dire que ce qui importe, c'est que d'une part, nous puissions continuer à être créatifs dans le cadre de nos photographies, et que d'autre part, la loi, le droit ou les droits soient respectés.
Ce que je n'accepte pas, en revanche, ce sont les voyous. Ceux qui enfreignent la loi. Voilà, ça me dérange. La position de l'UPP sur le prix des photos, etc., on en parle régulièrement, puisque nous faisons un certain nombre de conférences, de colloques, de débats, d'informations auprès et de nos adhérents et de manière générale de tous les photographes. Bien évidemment, on intervient et notamment, nous sommes les seuls en France à pouvoir, par exemple, sortir des barèmes. Ces barèmes sont extrêmement importants. Alors je précise, nous sommes les seuls en France parce que on confond toujours par exemple avec ce que l'on appelle les barèmes qui en fait ne sont pas les barèmes, qui sont les tarifs commerciaux des deux OGC, donc les deux sociétés d'auteurs que sont la DHGP et la CEF, qui sortent leurs tarifs commerciaux, mais les photographes très souvent confondent barèmes et tarifs commerciaux. Nous, les barèmes que l'on sort à l'UPP, qui sont d'ailleurs sortis il y a très peu de temps, ce sont bien des prix de marché, plutôt plancher, enfin moyen et plancher. Après, chaque photographe fait ce qu'il veut, mais au moins il a une idée de ce que peut coûter un type de photo, ou du moins la diffusion d'une photo, quel que soit le support, etc., etc. Et après, en fonction de ces barèmes, eh bien, il appliquera ses tarifs. Donc bien évidemment, entre un photographe débutant et un photographe extrêmement confirmé ou reconnu, je suppose que les barèmes ne sont pas les mêmes. Mais en revanche, ce que l'on propose et ce que l'on indique vivement aux photographes débutants, les montants indiqués dans les barèmes de l'UPP, il vaut mieux être en tout cas à ce niveau-là de base, et non pas 2 fois ou 3 fois en dessous. Parce que là, ça va commencer à poser problème, parce que après, les photographes n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, puisqu'ils ne vont pas suivre, en définitive, les prix qui sont pratiqués globalement sur le marché. Voilà. Donc ça, je tenais beaucoup à dire ça, parce que c'est un point extrêmement important. Donc, en termes de rentabilité économique, le photographe doit se poser un certain nombre de questions. Il doit se poser des questions, c'est-à-dire, quand je vends ma force de travail, ou ma force commerciale, c'est-à-dire combien vaut mon heure de travail ou ma journée de travail. On a un certain nombre d'outils que l'on propose à l'UPP pour nos adhérents qui permettent de calculer, on va dire, le coût de rentabilité d'une heure de travail ou d'une journée de travail. Ça, c'est un premier point, c'est le temps que l'on consacre à faire une photo dans le cadre d'une commande. Très bien. Et après, il y a le deuxième élément, et j'insiste beaucoup là-dessus, auprès des auteurs qui, eux, le savent, mais aussi auprès des artisans qui font des photographies d'auteurs, ils ont la possibilité de pouvoir juridiquement le faire, mais qui n'oublient pas, bien évidemment, de facturer la cession de droits d'auteur, de la cession de droits qu'ils vont faire pour leurs clients. Et ça, c'est important. J'ai été très heureux que la FFPMI m'invite à son congrès il y a un mois à Vannes. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus en disant, vous artisans, vous avez la possibilité de faire des photographies d'auteur, il n'y a aucun problème, juridiquement vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas de facturer la cession de droits, parce que c'est ça qui est important et c'est ça le cœur même en définitive du travail de photographe et de la reconnaissance du travail. L'heure de travail est une chose, bien évidemment, mais ce qui compte, c'est ça, parce que l'on fasse une commande d'une journée et qu'on va avoir une cession de droit pour faire, mettons, des réseaux sociaux, la cession de droit, elle ne va pas aller très loin sur des réseaux sociaux, mais en revanche, si on fait des 4x3 dans le métro à Paris, on va bien comprendre que ça n'a pas la même valeur. J'en reviens toujours à Beaumarchais. On doit avoir une rémunération qui est proportionnelle à la rémunération que se fait l'utilisateur de notre œuvre. Toute proportion gardée, c'est la même chose avec, par exemple, un écrivain. L'écrivain, il a bien des droits d'auteur qui sont proportionnels à la vente de son livre. Il vend 100 livres ou il en vend 100 000, on est bien d'accord, il ne va pas avoir la même rémunération. Mais c'est la même chose pour nous photographes. Donc j'insiste beaucoup, cession de droit et cession de droit qui est rémunérée et en proportion de l'utilisation qui est faite des photographies. Donc ça, c'est un premier point. Je ne vais pas revenir sur les voyous dont on avait parlé déjà sur un certain nombre de temps sur certaines plateformes. De plateformes qui ne respectaient pas le droit en France, et notamment le droit français, et typiquement le droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la reconnaissance du droit d'auteur. À partir du moment où une plateforme fait travailler un photographe dans le cadre d'une commande où il y a une diffusion d'images, il doit y avoir le droit d'auteur.
Il n'y a pas d'autre choix que de mettre du droit d'auteur. Donc, je le répète, ces fameuses plateformes sont des voyous. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas le droit français. Je n'ai pas besoin de les nommer. Ça m'évitera peut-être un procès en diffamation que je pourrais peut-être même... Enfin, c'est pas peut-être que je gagnerai forcément, puisque quand on ne respecte pas le droit, on est un voyou. Bon, passons. Là où je voulais en revenir, je fais des digressions, hein, Fred, t'as vu ? Et je suis très bavard. Pour en revenir à ce que tu disais sur... toujours ces considérations économiques. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, bien évidemment, à l'UPP, on s'est beaucoup penché sur la question et même on a travaillé là-dessus. Non seulement nous avons travaillé à un certain nombre de reprises, mais notre conseil d'administration a travaillé sur le sujet. Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos discussions et des rencontres que nous avons faites, puisque nous avons rencontré un certain nombre de personnes, nous avons rencontré des parlementaires, j'ai rencontré aussi d'ailleurs avec notre directrice des affaires publiques et juridiques, Stéphanie Droquefeuille, la présidente de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, donc Isabelle Roche. Nous avons eu l'occasion de pouvoir aborder ce sujet-là. Et le problème qui se pose aujourd'hui dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est celui du droit. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en fait, ce sont des algorithmes extrêmement puissants, mais des algorithmes de base de données, en définitive. Ce n'est pas une intelligence au sens humain de la chose. Mais cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va sur Internet et elle pompe, elle aspire toutes les photographies qui sont présentées, pardon. Ces photographies, bien évidemment, pour la quasi-totalité d'entre elles, il n'y a pas de droits qui ont été prévus pour être aspirés dans le cadre de cette intelligence artificielle. Et donc là, c'est le premier problème. Le premier problème, c'est que ces intelligences artificielles vont d'une part aspirer toutes les photographies et d'autre part travailler l'intelligence artificielle par des récurrences sur des photographies pour lesquelles elles n'ont pas les droits. Et ensuite, il y aura une demande pour pouvoir générer une image qui ressemblera très fortement à une photographie, mais c'est un peu comme le Canada Dry. Tiens, paf, je fais une référence publicitaire. Ça a le goût d'eux, mais ça n'en est pas. Donc, je reviens au premier élément. L'intelligence artificielle utilise des photographies pour lesquelles elle n'a pas de droit. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Le principe, c'est de dire, vous achetez les droits. Enfin, vous demandez à avoir une cession de droit, et cette cession de droit sera rémunérée. Alors, faire une cession de droit à titre individuel, ce qui devrait être le cas en fonction du droit français, du code de la propriété intellectuelle, puisqu'on doit avoir une individualisation de ces droits et donc de l'utilisation qui est faite, ça va être un peu compliqué. Ce que l'on propose à l'UPP, c'est de dire soyons très pragmatiques et concrets. Fonctionnons de manière assez prosaïque et empirique. Il y a eu, grâce à notre société d'auteurs, la SAIF, pour laquelle d'ailleurs l'UPP a été à l'origine de la création il y a une vingtaine d'années, soyons pragmatiques et disons, faisons comme avec Google. Que faisait Google ? Google utilisait des photographies pour les présenter, etc. Et bien évidemment, pouvait gagner de l'argent grâce à toi, tes photographies, Fred, grâce aux miennes et grâce à toutes celles de nos consoeurs, de nos confrères. Eh bien, notre société d'auteurs a dit à Google, en fonction du droit européen, etc., enfin de toute la législation, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça m'échappe un tout petit peu, tu pourras inviter notre directrice de l'UPP qui pourra te dire ça de manière extrêmement claire et précise et juridique, mais notre société d'auteurs a signé un accord avec Google pour dire « Ok, vous n'aviez pas les droits, eh bien maintenant vous allez les payer de manière forfaitaire à nous, société d'auteurs, et on se chargera de les reverser à nos différents sociétaires. » Et donc c'est ce qui a été signé il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, le chiffre m'échappe exactement. Et donc tous les sociétaires de la SAIF reçoivent chaque année de l'argent au titre de cet accord Google. Eh bien, on se dit que peut-être une des solutions, en tout cas tout de suite, pour que les auteurs ne soient pas lésés dans le cadre de l'utilisation de leur création photographique
par ces intelligences artificielles, peut-être serait-il intéressant d'avoir un accord de ce type-là, en disant, vous, intelligence artificielle, vous aspirez nos photos pour lesquelles vous n'avez pas droit, dans ce cas-là, vous payez quelque chose, et les auteurs recevraient, dans ce cas-là, de l'argent à ce titre-là. Donc, il y a un certain nombre de discussions pour ce domaine. Alors, en bon français, on appelle ça, je crois, l'input, c'est-à-dire, pouf, la photo qui est aspirée, la photographie donc entrante. On est en train d'en parler avec un certain nombre d'interlocuteurs que nous pouvons avoir, que ce sont les sociétés d'auteurs, avec les parlementaires, bien évidemment, puisque ce sont eux qui vont faire la loi, donc éventuellement aussi après au niveau du Parlement européen, et bien évidemment, l'UPP est le fer de lance dans ce cadre-là. Ça, c'est le premier élément. Je vais te couper une seconde juste pour me faire un peu l'avocat du diable et voir un peu comment vous voyez ça, parce que dans le process de l'IA qui va scanner le web, qui va implémenter tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle interprète, pour ensuite donner la possibilité à un humain de générer une image à l'aide d'un prompt, qui va dire « Ok, écris-moi telle image, machin », avec tel style, etc. Au final, le process, on est d'accord que c'est exactement ce qu'on fait nous en tant que créateurs quand on va voir une expo, quand on regarde dans un magazine des sujets, des photos, etc. On va s'inspirer de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu pour créer quelque chose. Mais pour autant, on ne va pas reverser des droits. Moi, par exemple, je regarde ton site, je regarde tes photos, tu as des super photos noir et blanc, je vois tes photos de rue, je me dis, ok, tiens, quand je vais sortir dans la rue, je vais faire un cadrage un peu comme ce qu'il fait, et du coup, je vais te prendre une partie de ton style pour créer notre image, mais je ne vais pas te reverser les droits d'auteur pour autant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ce sont deux choses différentes, Fred. La particularité, c'est que ce dont tu parles, c'est que tu vas voir d'autres photos, ou même des peintures, des sculptures, n'importe quoi, des bâtiments dans la rue, donc dessinés par des architectes. Ça va t'inspirer. Ça va t'inspirer toi en tant que créateur. Donc tu vas t'inspirer, tu vas dire, tiens, je vais faire des photos à la Mathieu Baudot. Alors ça, je serais très content que l'on puisse dire, ah, on fait des photos à la Mathieu Baudot. Très bien. Mais comme d'autres vont dire, ah j'ai fait des photos dans la rue à la Robert Doisneau. Bon, voilà. Mais ça, c'est une inspiration. C'est toi, tu restes... Alors, il faut faire attention à ne pas entrer dans le plagiat. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu vas copier une œuvre qui existe pour faire quelque chose qui sera exactement pareil. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est puni d'ailleurs par la loi. Mais s'inspirer d'eux, c'est normal. Tous les artistes se sont inspirés les uns les autres. Donc, pour moi, ça ne pose aucun problème. L'IA, elle ne fait pas ça. Elle ne s'inspire pas. Elle utilise des bouts de photos de Fred Marie, 0,1% ou 0,01%, j'en sais rien. Elle va utiliser plein de petits bouts de photos de Fred Marie, de Mathieu Baudot, de Robert Doisneau, de n'importe qui, pour ensuite générer une image qui ressemblera à une photo. Mais dans cette image, il y aura bien un petit bout de ta photographie, de manière infinitésimale. Mais c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'on aura pris un tout petit bout de ta photographie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle ne recrée pas quelque chose. Elle prend et elle modifie pour ensuite servir une image. C'est ça la grande différence. Le cerveau humain n'est pas la machine. La machine, elle aspire, elle retraite, et après elle recrache en fonction de ce qu'on lui demande de recracher. Enfin, recracher, de générer, pardon, en bon français. Donc, et qui demande de générer, c'est un humain qui veut dire, voilà, je veux une table dans une rue avec une tasse de café et quelqu'un qui passe derrière, en flou. L'intelligence artificielle va chercher dans sa base de données extrêmement puissante, avec des milliards de photographies, et va recréer quelque chose, mais à partir de ce milliard de photographies. C'est pas une inspiration, c'est un recalcul à partir de nos photographies. C'est bien là le problème. Alors que toi, Fred Marie, tu vas voir mes photographies, tu vas voir les photographies de quelqu'un d'autre, de Nadar par exemple, j'en sais rien, tu vas voir, ah tiens, Nadar, il a fait un super truc. Bon, si tu refais quelque chose à la manière de Nadar, c'est en mélangeant avec à la manière de Mathieu Baudot, c'est toi qui l'auras réinterprété. Ce sont deux choses différentes. Je sais pas si
je vois ce que tu veux dire, hein, mais j'ai l'impression qu'au final, on est un peu sur la même chose, dans le sens où c'est juste que c'est une machine et pas l'esprit humain, mais l'intelligence artificielle, ça reste quand même en tout cas de ce que cherchent à en faire les gens qui créent ça, c'est de reproduire un petit peu le système de pensée d'un cerveau, même si... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a personne qui est capable de dire comment fonctionne le cerveau exactement. Donc, mais tu vois, sur la question de l'inspiration, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que que c'est une nouvelle façon de créer, un peu comme un graphiste. Je sais pas, la question s'est pas tellement posée, j'ai l'impression, en tout cas, a fait moins de bruit quand les graphistes ont été créés, tu vois, quand on a créé Photoshop, qu'on a créé des logiciels de graphisme, on n'est pas monté au créneau pour dire attention, les graphistes vont récupérer des éléments pour les remixer, faire quelque chose. Je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est compliqué, d'autant plus que tu vois, ça me fait penser un peu au débat actuel sur Netflix en France et les propositions de députés qui disent bon, on va faire plier Netflix, on va leur dire que si en France on a le droit de partager les mots de passe parce que on est dans le pays des droits de l'homme, etc. Je sais pas, ça semble un peu bizarre tu vois, sur une évolution de la société, pas de la société, de la technologie qui touche à tous les êtres humains partout sur la planète. Est-ce que, j'arrive sur une question, est-ce que tu as des interlocuteurs américains ou dans d'autres pays qui sont comme vous, qui commencent à réfléchir à ces questions-là, qui veulent légiférer, ou est-ce que c'est encore une exception française de vouloir mettre une régulation ou essayer de récupérer, en tout cas de mettre un péage à l'entrée? Alors, je vais reprendre un terme dont tu as parlé en termes de régulation. C'est pas tant de la régulation que de respecter le droit, et particulièrement le droit du créateur. Aujourd'hui, dans le cadre de l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui sont faites, notamment dans les pays anglo-saxons, donc particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis, et je crois un petit peu au Canada. Là-bas, ils sont en train de réfléchir à ça en se disant comment on peut faire par rapport à ce que génère cette fameuse intelligence artificielle. Donc, je sais qu'ils ont des débats relativement avancés, mais en partant d'une base juridique qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est là qu'il faut voir comment ils le font. Pour nous, c'est inspirant, c'est intéressant. Mais nous, on a une base. La base, c'est celle relative au droit d'auteur, dont je parlais tout à l'heure. Le droit d'auteur, c'est, alors j'ai oublié les termes juridiques, c'est ce qui est empreint d'une œuvre de l'esprit, etc., etc. Bon, très bien. Il y a des débats aujourd'hui en France, il y a des débats parmi les photographes, enfin parmi les auteurs et les artistes de manière générale, il y a des débats parmi les photographes, tout comme il y a des débats au sein de l'UPP. Donc tu vois, il y a des débats partout. Mais c'est bien, c'est la démocratie. C'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Aujourd'hui, on est bien d'accord que lorsque l'on fait une photographie qui est empreinte de mon œuvre de l'esprit, c'est-à-dire que je vais choisir le cadre, l'angle, la lumière, etc., etc., ma photographie va être empreinte d'une originalité de cette œuvre, de l'œuvre créée. On est bien d'accord. D'ailleurs, tout ça, ça va être des ponts avec d'autres sujets que je vais pouvoir développer, que nous développons, enfin, que nous abordons à l'UPP. Mais donc, ma photographie est originale. À partir du moment où elle est originale, donc mon statut d'auteur, etc. Très bien. Lorsque ma photographie n'est pas originale, je ne l'apprendrai à personne, en tout cas parmi les photographes qui nous écoutent. Lorsque je fais une photo d'identité, pour une carte nationale d'identité ou un passeport, on est bien d'accord, il n'y a aucune originalité d'œuvre, puisque c'est extrêmement codifié et normé. Le fond doit être de telle manière, le visage de la personne de telle autre manière, la lumière, et ainsi de suite. Je n'ai aucune marge de manœuvre, donc il n'y a pas d'originalité. Bien, donc il n'y a pas une défense de la même manière qu'avec le droit d'auteur précédemment. Là où je voulais en venir, c'est que dans le cadre de l'IA, on se retrouve dans une espèce, dans un cadre un tout petit peu particulier, dans le sens où on va avoir un outil extrêmement développé qui est une sorte de Photoshop démultiplié ou surdémultiplié. C'est ça en fait l'IA par rapport à Photoshop.
Photoshop déjà est un outil extrêmement puissant. La seule différence, c'est qu'il faut savoir le manipuler. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'IA, avec une puissance aussi forte qu'avec Photoshop, grosso modo. Mais la grande différence, c'est que, un, ça va beaucoup plus vite, et que deux, les ordres que l'on donne pour arriver au résultat peuvent être faits quasiment par, y compris ma fille de 12 ans. D'ailleurs, même pour compléter à ce que tu dis, depuis quelques jours, quelques semaines, Photoshop teste la bêta de son IA, c'est-à-dire que l'IA est intégrée dans Photoshop. Donc tu pars d'une photo, tu rajoutes un prompt et tu dis change la couleur des lunettes de mon personnage principal par le bleu, machin, et ça génère une image. C'est ce qui existe déjà sur Lightroom, pour tous les photographes qui utilisent Lightroom. Quand on lui dit sélectionne-moi le sujet, sélectionne-moi le ciel, l'arrière-plan, etc., globalement, c'est, à de rares exceptions près, c'est super bien fait, et même le détourage est bien fait. Moi, je me souviens d'avoir fait pris des cours comme, au Gobelin, des cours de Photoshop. Le fameux détourage, j'avais du mal, et d'ailleurs, je suis nul en détourage. Bon, c'est comme ça. D'un autre côté, je ne fais pas du Photoshop tous les jours. Mais, enfin, je ne vais pas parler de moi. Mais l'idée générale, c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de Lightroom? C'est que toute l'expérience qui a été faite par les photographes sur Lightroom pour détourer Lightroom ou Photoshop, bref, en ligne, toute cette expérience est revenue chez Adobe, qui l'a retraité pour pouvoir ensuite me le reproposer. Et moi, Mathieu Baudot, auteur photographe, je suis très content parce que maintenant, sur Lightroom, je peux sélectionner tout de suite mon arrière-plan, alors qu'avant, c'était un peu galère, voire je demandais à un graphiste de me le faire. Bon. Donc, en définitive, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que l'on a un transfert simplement de travail qui passe d'un côté à un autre. Est-ce que pour autant, celui qui donne des ordres à l'IA pour générer une image in fine a un statut d'auteur? Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos discussions, on n'en est pas là. Parce que s'il a statut d'auteur, ça veut dire qu'après, il y a tout le droit français qui vient s'appliquer et qui va ensuite le défendre avec, au même titre que toi, moi, humain, auteur. En revanche, l'ensemble d'ordres qu'il va donner à l'IA pour avoir à la fin une image qui est générée, et d'ailleurs c'est ce que l'on demande nous à l'UPP, c'était le deuxième point que je voulais aborder tout à l'heure, on souhaiterait qu'il soit inscrit dans la loi que toute image générée par intelligence artificielle soit mentionnée comme telle, avec écrit du type image générée par intelligence artificielle, et que ce soit une obligation légale au même titre que le crédit photo, si tant est que le crédit photo soit bien. Mais toi, en tant que photojournaliste, tu le connais très bien. C'est un sujet, une thématique que tu connais très bien. Bref, toujours est-il que cette image générée par intelligence artificielle, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel est son statut. Donc, entre celui qui donne l'ordre et de l'autre côté, l'image générée. Aujourd'hui, on n'en est pas à dire il y a un auteur et une œuvre originale. Voilà. On en est à dire qu'il y a peut-être un autre élément. C'est pas, en revanche, l'ouvrier qui serre un boulon et de l'autre côté, le boulon qui sort. Donc il faut trouver un biais juridique pour qu'il y ait quand même une reconnaissance juridique de cette image générée par intelligence artificielle avec son donneur d'ordre de l'autre côté, pour qu'il puisse quand même y avoir quelque chose. Donc on est en train d'en discuter, nous, au sein de l'UPP. On est aussi en train de discuter d'ailleurs avec nos collègues auteurs-artistes des autres domaines, que ce soit les domaines des arts graphiques, mais aussi les écrivains, les compositeurs de musique, etc. Je précise que dans ce cadre-là, l'Union des photographes siège au Conseil permanent des écrivains, ce qui nous permet donc d'avoir aussi une instance de discussion avec nos collègues donc, des autres domaines, soit d'auteurs, d'artistes, pour voir quelles sont les implications de cette intelligence artificielle, puisque eux aussi, bien évidemment, sont confrontés à la même problématique de manière différente, mais à la même problématique. C'est valable pour les traducteurs, c'est valable pour les écrivains, c'est valable pour les compositeurs de musique, etc. etc. Voilà, l'intelligence artificielle, on est en train donc de nous positionner par rapport à ça, parce qu'il faut absolument qu'on ait une position. Et ça me permet donc de faire
deux transitions, si tu me permets, Fred. Mm. La première sur l'originalité de l'œuvre et la deuxième sur la défense de la scène photographique française. L'originalité de l'œuvre, c'est un point qui est extrêmement important, c'est ce qui est déterminé dans le cadre. Alors je suis désolé, je parle beaucoup, là il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus... Pas de souci, t'inquiète pas. Bon, bref. Non, mais je pense surtout à ceux qui nous écoutent, s'ils ont encore le courage de pouvoir nous écouter dans ce cadre-là. Mais dans le cadre de l'originalité de l'œuvre, donc qui est extrêmement bien défini dans le cadre du Code de la propriété intellectuelle, l'UPP, c'est bien évidemment c'est un des éléments essentiels donc, de notre engagement, on va dire militant, de notre engagement au sein même de notre organisation. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que, cette originalité soit reconnue chaque fois qu'il y a une originalité. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure des fameuses plateformes qui ne respectent pas le code de la propriété intellectuelle. Mais aussi, et ça c'est un élément que l'on porte depuis quelques années, et notamment aussi avec d'autres organisations ou d'autres sociétés, avec les sociétés d'auteurs, c'est ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre. Pour faire simple, s'il y a une contestation dans le cadre de l'originalité par quelqu'un qui devrait payer quelque chose et qui va dire « Ah, j'ai pas envie de payer, donc je vais dire que c'est pas original, donc ça permettra de moins payer », si on part au tribunal, si on part en contentieux, eh bien on va se retrouver avec le pauvre photographe qui va devoir, photo par photo, prouver que chacune est originale. Eh bien, et ensuite, charge à son détracteur, mais dans un deuxième temps, de dire en quoi elles ne le sont pas. Eh bien, nous, ce que l'on souhaite, et c'est un sujet que l'on porte énormément à l'UPP, c'est de dire, écoutez, il y a une autre solution, c'est de renverser cette charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est plus au photographe, dans un premier temps, de dire qu'elle n'est pas, qu'elle est originale, c'est au détracteur de dire, dans un premier temps, en quoi chaque photo n'est pas originale. Ce qui permettra peut-être de faire réfléchir un certain nombre d'utilisateurs, de diffuseurs de nos photographies, pour dire, bon, voilà, discutons avant d'aller au contentieux. Donc ça, c'est un point, le renversement de la charge de la preuve. Je précise qu'en plus, on ne l'invente pas ex nihilo. Déjà, dans un rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, qui est une émanation du ministère de la Culture, il y avait un rapport qui disait, il y a 2 ou 3 ans, et qui préconisait le fait qu'il y ait ce renversement de la charge de la preuve. Donc, on ne fait qu'aller toujours dans ce sens-là, qui est dans le sens de l'intérêt des auteurs artistes de manière générale, et particulièrement des photographes. Deuxième point que je voulais aborder, la défense de la scène photographique française. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que tu en parlais un tout petit peu, Fred, tout à l'heure, dans le cadre des constitutions économiques, etc., notamment lorsqu'on entend du recours aux banques d'images, etc., ou alors à l'intelligence artificielle, en définitive, qui ne sera que le pendant des banques d'images ou la suite des banques d'images, ça revient à peu près à ça. Ce que nous souhaitons, nous, photographes, c'est qu'on fasse travailler les photographes qui sont en France. Les photographes qui sont basés en France, c'est-à-dire qui travaillent en France, qui payent leurs cotisations sociales en France, qui payent leurs impôts en France, qui payent leur TVA en France, etc. C'est ce que l'on appelle un peu quelque part l'exception culturelle française. Elle existe de manière extrêmement forte dans le cadre du cinéma depuis les années 50, avec un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir défendre le cinéma français. Ce mécanisme fonctionne plutôt bien. Peut-être il y a lieu de l'améliorer encore, mais globalement, ce système fonctionne bien, et c'est certainement grâce à ça qu'il existe encore un cinéma français, alors qu'on voit autour de nous, dans les pays européens, que leurs cinémas nationaux est relativement petit. Pourquoi ? Parce qu'il se fait écraser par le cinéma américain. J'ai rien contre le cinéma américain, par ailleurs, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de défendre la création en France. Voilà. Et donc, ça existe pour le cinéma, ça existe aussi dans une certaine mesure pour la musique. Eh bien, je souhaiterais, là, c'est véritablement, je souhaiterais en tant que représentant de l'Union des photographes professionnels, de représentant de l'UPP,
qu'il y ait des mécanismes qui soient de la même manière. J'en ai déjà parlé au sein du ministère de la Culture et particulièrement au cabinet de la ministre, et j'en avais déjà parlé à la ministre avant qu'elle ne soit ministre, donc Rima Abdul Malak, où je lui avais parlé donc de la défense de la scène photographique française. C'est quelque chose qui est important. Charge à nous d'être créatifs en la matière. J'aime bien dire l'imagination est au pouvoir. Je suis sûr qu'on peut trouver un certain nombre de mécanismes pour défendre les photographes dans ce cadre-là. On peut mettre en place quelque chose qui ressemble au CNC, au Centre national du cinéma, ou même avec le CNC, on peut trouver des mécanismes pour, qu'il y ait des aides spécifiques à la photographie française, donc aux photographes. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir de photographie sans photographe, et qu'une aide à la production comme une aide à la diffusion. Il y en a quelques-unes qui existent, de manière un peu ponctuelle, de manière un peu individuelle, c'est bien, mais moi je voudrais quelque chose qui soit beaucoup plus systématique. Je voudrais une industrialisation de ces aides dans le cadre de la défense de la scène photographique française. Ah, c'est super intéressant. Après, c'est sûr que c'est un projet qui semble très ambitieux, parce que comparer la photo avec le cinéma, c'est complexe, parce que le cinéma a son modèle économique qui est sans commune mesure avec celui de la photo, puisque entre la diffusion, distribution des films, je parle même pas de budget, mais je parle de le simple fait de consommer un film, consommer un cinéma, consommer le cinéma, c'est pas pareil que consommer la photographie. Quand tu vois le peu de journaux qui mettent véritablement en avant la production photographique, qui vont pas chercher dans les banques d'images pour l'illustration, qui vont pas chercher l'illustration tout court pour illustrer leur papier, et quand tu vois le peu d'intérêt aussi de la part des pouvoirs publics pour les expositions photos ou pour les galeries ou ce genre de choses, l'économie n'est pas du tout la même. Donc c'est compliqué de vouloir mettre un peu les choses au même niveau, quoi. Oui, non mais tu as entièrement raison. Là, ce dont je parlais déjà, c'était dans le cadre de la défense de la scène photographique française, c'était dans le cadre d'aide. Mais après, on peut aussi, dans le cadre de cette défense de la scène photographique française, mettre aussi un certain nombre de règles, et notamment de règles d'interdiction. J'y suis aussi extrêmement sensible. Je trouve par exemple scandaleux que des administrations publiques achètent à vil prix dans des banques d'images à l'étranger des photographies pour illustrer leur rapport d'activité et leur site internet, etc. Je parle d'administration publique, c'est-à-dire avec nos impôts, on est bien d'accord. Pour moi, c'est scandaleux. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, par exemple, l'URSSAF Limousin, donc, qui s'occupe spécifiquement du recouvrement des cotisations. Alors là, je vais balancer, qu'ils soient prêts, mais qui s'occupe donc du recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs, utilise depuis je ne sais pas combien de mois la tête, c'est un beau mec, c'est un hipster, etc. Aucun problème vis-à-vis du gars qui est sur la photo. Mais le problème, c'est que c'est provenance d'une banque d'images à l'étranger. L'URSSAF des artistes-auteurs ne peuvent pas faire travailler un photographe, un illustrateur, un dessinateur, que sais-je, pour illustrer leur propre site internet. C'est scandaleux. Enfin voilà, c'est inacceptable. Donc, il y a aussi un certain nombre de règles à mettre en place et de règles d'interdiction franches là-dessus. Le cinéma est une chose, la photographie en est une autre. C'est sûr que c'est pas du tout le même système ou les mêmes mécanismes économiques. Ça, j'en conviens parfaitement. Mais c'est là où je disais, il faut être créatif. L'année dernière, l'ARCOM, qui a donc succédé au CSA et à Adopi. Donc l'ARCOM a rendu public un rapport qui est très intéressant, qui s'appelle, de mémoire, je crois, le marché économique ou financier de la photographie en France, quelque chose comme ça, qui est sorti, je crois, au mois de mai donc, de l'année dernière. Dans ce rapport, l'ARCOM dit le poids économique de la photographie en France, c'est à peu près 1,4 milliard d'euros. Sur ces 1,4 milliard d'euros, 40% sont faits au titre de la photographie sociale, donc grosso modo la photographie pour les particuliers, donc
grosso modo mes confrères, consoeurs, artisans photographes. 30% au titre de ce qu'ils ont appelé la photographie d'illustration, donc pour faire simple, le corporate, la publicité, la mode, etc. Donc typiquement les auteurs photographes. Ensuite, 20% au titre de la photographie d'art, donc tout ce qui touche aux expositions, galeries et le marché lié à l'art. On retombe aussi sur les auteurs, artistes, photographes. Et 10% pour la presse. Donc, pour faire simple, les reporters photographes ou les photojournalistes comme toi. Très bien. 1,4 milliard, c'est à peu près donc le poids en une année de la photographie avec 40%, 30%, 20%, etc. On a déjà, ce qui est intéressant, une idée de ce que l'on pèse. 1,4 milliard, c'est pas rien. C'est malgré tout, c'est pas complètement anodin. Ça participe du poids de la culture en France. Bon, dans ce cadre-là, je pense qu'on peut trouver des éléments, des mécanismes qui permettent de dire, ok, on va faire en sorte que les photographes qui sont en France puissent travailler de manière sereine entre eux, que les règles qui existent soient bien appliquées par tout le monde, que ce soit par les photographes eux-mêmes, bien évidemment, par, une déontologie professionnelle. Je rappelle que dans ce cadre-là, chaque photographe adhérent de l'UPP signe une charte de déontologie par rapport au milieu de la photo, par rapport à lui-même en tant que photographe, et ensuite par rapport à ses clients. Je trouve que c'est extrêmement... avec un préambule sur tout ce qui touche à l'égalité femmes-hommes et aux violences sexistes et sexuelles. Je le précise parce qu'on l'a intégré il y a peu de temps à la suite d'un vote au conseil d'administration de l'UPP. Bref, on a un ensemble de règles de déontologie. Très bien. Mais il existe aussi, en dehors de ces règles de déontologie, aussi, l'éthique. Enfin, d'abord, le droit et l'éthique vis-à-vis des donneurs d'ordre. Ces donneurs d'ordre, bien évidemment, doivent suivre un certain nombre de règles, d'obligations ou d'interdictions. C'est ça qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Il y en a un certain nombre qui existent, il y en a un certain nombre qui doivent être appliqués. Je rappelle que, par exemple, pour la presse, on met forcément le nom du photographe. Enfin, pour la presse, de manière générale, pour toute diffusion, on doit mettre le nom du photographe, c'est-à-dire le crédit photo. Je rappelle que pour la presse, plus spécifiquement, on s'abstient de mettre le DR, le fameux droit réservé, parce qu'on doit payer, le photographe qui a fait la photo et qui est diffusé donc dans le titre de presse et ainsi de suite. Donc on se bat beaucoup aussi pour ça. Donc, par exemple, pour le DR, c'est pas un secret parce que ça fait un certain nombre d'années que l'on dit. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait, pour les éditeurs de presse qui mettent du DR, pour qu'il n'y ait pas d'abus, qu'ils versent en fonction d'un barème spécifique, ça pourrait être celui de l'UPP par exemple, qu'ils versent physiquement, chaque fois qu'ils mettent un DR, le prix de la photo auprès d'une OGC, d'une société d'auteurs qui aurait créé un fonds spécifique ou que sais-je, mais qui réceptionnerait le montant de cette photographie. Pendant X années ensuite, si on arrive à retrouver l'auteur de la photographie, l'OGC reverserait, la société d'auteurs reverserait les sous correspondant à l'auteur. Et si au bout de X années, on ne retrouve pas l'auteur, dans ce cas-là, c'est reversé dans les droits collectifs. Mais au moins, il y aurait quelque chose de vertueux, c'est-à-dire que l'éditeur de presse, le titre de presse, paierait la photo, parce qu'il me semble extrêmement important de payer la photo. Et de l'autre côté, l'auteur pourrait évidemment, devrait donc pouvoir recevoir le prix de sa photo. Sachant que, alors je ne sais pas si je peux faire une généralité pour ça, j'ai pas vraiment les chiffres, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, quand un journal utilise le crédit DR, à part le petit pourcentage là pour le coup je pense assez petit, de truands qui ont juste piqué la photo et qui ne sont pas allés chercher très loin, il y en a quand même beaucoup qui utilisent... je pense notamment dans les journaux communaux ou un peu de com, la mention DR,
est mise un peu par défaut, mais la photo est fournie gracieusement, soit par une agence de com, soit par un industriel qui fait sa com et qui par ailleurs a déjà payé les droits d'utilisation de la photo à un photographe corporate. Bon après, c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions. Après, Je reste assez dubitatif par rapport à ça. Moi, je le vois avec un certain nombre de mes clients. Il y en a certains à qui je donne un droit d'utilisation dans la presse et ils me le payent en conséquence, et bien évidemment avec obligation de donner mon nom pour le crédit photo pour la presse en question. Mais il y a aussi un certain nombre de mes confrères qui ne mettent pas d'autorisation spécifique pour la presse. Et on se retrouve avec des photos qui ont été faites pour notre client direct et qui se retrouvent, pouf, ailleurs. Je pense beaucoup parfois, notamment dans le cadre du tourisme, etc., où alors là, les photos sont utilisées sans qu'il y ait les droits qui aient été donnés. Donc, en plus, ces publications dont tu parles, le problème qui se pose, c'est que la première chose qu'elles devraient faire, c'est d'abord vérifier si elles ont les droits d'utilisation de la photo, de diffusion. Et elles ne le font pas. Et après, la deuxième chose, c'est qu'elles ne mettent même pas le nom. Donc, leur métier, pour le moins de communicants et au mieux de journalistes, n'est même pas respecté. Je pense que dans les écoles de com, comme dans les écoles de journalisme, on doit apprendre ça. Ou alors, si on ne l'apprend pas, il y a lieu de donner des cours. Moi, je suis prêt à donner des cours dans les écoles de photo, de com, etc., en tant que professionnel de l'image. Il n'y a aucun problème, je maîtrise la chose. Donc, si je lance un appel, voilà. Mais globalement, il y a toujours... Le droit existe. Je dis simplement, le droit, c'est le bien commun. C'est notre bien commun, puisque c'est nous qui l'avons créé, ce droit, par le biais de notre représentation nationale. Je ne vais pas faire un cours de sciences politiques, mais c'est ça. Donc, la loi doit être respectée. Et si elle ne l'est pas, on est hors la loi. Voilà, c'est tout. Les choses sont relativement simples dans la vie. Après, il y a des intérêts divers et variés, mais il n'y a pas lieu de discuter. On respecte d'abord la loi, et après on peut discuter. Ah, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Et bien sûr, malheureusement, dans les écoles, c'est... Bon, on va pas se lancer sur les écoles parce que ça serait assez... ça serait assez long. Et quand on voit les lacunes en matière de photojournalisme et d'utilisation des images, ouais, c'est n'importe quoi. Une dernière question qui est un peu plus large et qui n'est pas simple, mais tu as parlé d'une charte déontologique, tu as parlé des statuts de photographe. Est-ce que le rôle de l'UPP, ce ne serait pas, en toute logique, sachant tout ce qui se passe en termes d'évolution technologique et sociétale, de réinventer quelque part, ou en tout cas de redéfinir ce que c'est un photographe? Sachant que, là on a parlé de l'IA, c'est un truc, on pourrait parler de prompt engineering, le fait d'être capable de gérer des images par l'IA. Je crois que la FFPMI a ouvert un prix photo pour des photographes qui pourraient créer des images avec l'IA. Donc récompenser ça, je ne suis pas sûr que ça aille dans le même sens que ce qu'on disait juste avant. Mais je leur donnerai la parole dans le podcast pour qu'on puisse en parler, parce que je trouve ça assez intéressant. Mais sans parler de ça, juste le simple fait de voir qu'il y a de plus en plus de photographes qui se lancent dans la vidéo, qui écrivent. Tu vois, moi par exemple, au sein de ma structure, dans mon agence, dans le collectif DR, petit jeu de mots d'ailleurs sur le DR, qui ne veut pas dire la même chose. On apprend à nos photographes à... Comment ? Heureusement pour toi. C'est ça. C'est un peu le petit pied de nez. Mais ça veut dire destination reportage, donc, parce que tout le monde est dans le reportage. Et on apprend aux gens à écrire, journalistiquement parlant, pour pouvoir augmenter leur volume de pige, pour maîtriser leur sujet aussi, intellectuellement parlant. T'as des photographes qui vont se lancer dans le graphisme. Enfin, tu vois, aujourd'hui, être photographe, c'est quelque part, c'est plus du tout appuyer sur un bouton, c'est plus la compétence technique, purement technico-technique, tu vois, de mettre une pellicule dans un appareil, ou de développer, ou de mettre une carte SD, ou de seulement de retoucher. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener dans ce sens? Tu vois ? Oui. Alors, je précise, l'Union des photographes professionnels, l'UPP, donc, comme son nom l'indique, est une organisation professionnelle. Donc, bien évidemment, pour représenter les photographes, comme je le disais au tout début de notre entretien.
pour défendre nos intérêts, bien évidemment pour les aider aussi dans leur travail. Quand je dis dans leur travail, c'est-à-dire plutôt dans leur vie administrative, juridique, financière, sociale, et non pas dans leur vie, j'allais dire, artistique ou de business. C'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. En revanche, nous sommes quand même une organisation dans laquelle on se rencontre. Donc bien évidemment, quand des photographes se rencontrent, ils peuvent parler de business, ils peuvent parler de comment on fait avec des clients, etc. Et cette émulation, elle est forte. Et c'est grâce à ça que l'on peut évoluer aussi dans les relations qu'on peut avoir vis-à-vis de nos donneurs d'ordre. Moi, je vois que depuis que je suis à l'UPP, je veux dire en tant qu'élu, je ne parle pas auparavant en tant qu'adhérent, mais c'est valable bien évidemment pour nos adhérents, hein, c'est quelque chose ce dont je parle, c'est que le fait de pouvoir se rencontrer fait une émulation dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas l'UPP en tant que tel qui va intervenir sur ces sujets-là. On va pouvoir faire des conférences, on va pouvoir donner donner la parole à nos adhérents, comme parfois en fonction des conférences, soit uniquement à nos adhérents, soit parfois à l'ensemble des photographes, donner la parole pour pouvoir avoir des discussions, pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais nous ne sommes pas une agence de photos, que les choses soient très claires. Et je fais la grande différence entre un collectif ou une agence et de l'autre côté une organisation professionnelle. Ce sont deux choses différentes qui n'ont pas le même but. Lorsqu'on appartient à une agence ou à un collectif photo, bien évidemment, je pense que ce qui est important, c'est d'adhérer à une organisation professionnelle. Alors, pour les auteurs et les photojournalistes, il n'y a pas trop de choix. Il n'y en a qu'une seule, c'est l'UPP. Et j'invite vivement tous les photographes membres d'un collectif, que ce soit le tien ou que ce soit un autre avec lesquels on a d'ailleurs des contacts, les photographes ont leur intérêt de participer de manière générale à l'état d'avancement en fait de nos métiers, mais des métiers de manière, j'allais dire, administrative, juridique, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas les collectifs ou les agences qui vont aller voir les parlementaires et qui vont faire changer la loi. Je parlais pas forcément de la partie la loi, le droit, etc. Je pensais plus d'un point de vue philosophique sur la question de qu'est-ce qu'un photographe, tu vois, parce que si tu poses cette question dans les années 30, qu'est-ce qu'un photographe? C'est le mec qu'on prend, qui est capable de mettre son appareil sur un trépied, qui appuie sur le bouton, qui va développer sa photo, et encore que à l'époque il y a le laborantin, etc. C'est son propre métier. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aujourd'hui la question de c'est quoi un photographe? Une agence, un collectif qui est au contact du marché va créer cette émulsion et cette recherche et cette adaptation au marché. Mais une organisation professionnelle comme l'UPP qui prend de la hauteur, qui n'a pas ce souci de rentabilité comme une agence, etc., qui est quand même qui en plus est dans les arcanes de la décision politique, etc., et qui peut faire du lobbying. Est-ce que c'est pas son rôle de se poser cette question et de plutôt que d'essayer de conserver des acquis, ce qui est pas antinomique d'ailleurs, mais de pouvoir réfléchir à plus tard qu'est-ce que ça peut devenir et qu'est-ce que ça pourrait devenir de mieux. J'entends très bien ce que tu dis. Alors, conserver les acquis est une chose, mais tout ce dont je parle depuis un peu plus d'une heure, c'est évidemment de faire aussi évoluer les choses. Je ne reste pas du tout dans quelque chose qui est gelé, bien au contraire. Je m'inscris dans tout le travail qui était fait par mes prédécesseurs depuis un certain nombre d'années, enfin quasiment depuis 70 ans. Donc je m'inscris dans leurs pas parce que chacun, à chaque époque, a fait évoluer notre métier, puisque nos métiers ont évolué par définition, puisque la société aussi a évolué. Non seulement ça a évolué, les sociétés ont évolué, mais aussi la manière de faire des photos ont évolué. La dernière grande en date, c'était le passage entre la pellicule et le numérique, il y a une vingtaine d'années, on va dire, pour plus ou moins. Donc, bien évidemment, et nous, à l'UPP, et c'est très bien de l'avoir fait remarquer, on est là dans un cadre, on va dire, beaucoup plus politique, de manière générale, sur le photographe en lui-même. Mais qu'est-ce que le photographe aujourd'hui ? J'allais dire que philosophiquement, le photographe, c'est toujours, depuis 200 ans que la photographie existe,
Bien évidemment qu'il y a eu des évolutions, etc. Mais c'est quoi? C'est le témoin d'un instant, d'un moment qu'il va capturer avec un appareil photo, avec une machine, pour faire simple. La grande différence par rapport à une machine qui va faire le travail, type photomaton ou que sais-je, c'est que le photographe, il va y mettre toute la sensibilité, son cœur, son œil, pour arriver à faire quelque chose. Je vais donner un exemple. Toi, en tant que photojournaliste, je crois que tu rentres d'Ukraine, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà. J'ai un souvenir, on a fait à l'UPP sur un 3 pages sur expliquer à tous les photographes qui voulaient partir là-bas que c'était pas une partie de plaisir et qu'on n'y allait pas simplement aussi facilement que ça, comme dans une manif à Paris. Voilà, c'est un théâtre de guerre, ça n'a rien à voir. Et donc sur 3 pages, on expliquait de manière extrêmement claire que grosso modo, ça s'improvise pas, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas n'importe comment, etc., etc. Et je me souviens d'une chose, c'est une photographie, alors j'ai oublié le nom du photographe, et je crois que c'est Éric Bouvet, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, mais peut-être que tu vas tu vas tout de suite retrouver le nom de notre confrère, où il prend en photo, d'un côté, des sortes de réfugiés ou de gens qui sont en train de pleurer, des Ukrainiens, je sais pas quoi, ils sont en ligne. Et en parallèle, tu as une ligne de photographes et qui les shoot. Poup, 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 poup. Et là, il a pris en fait la situation. En définitive, les journalistes étaient cadrés, tous ensemble, et on les amenait d'un endroit à un autre. Et puis là, pouf, ils étaient tous en train de prendre en photo ces pauvres gens qui avaient perdu leur maison. Enfin voilà. C'est ça, l'œil du photographe. Là, notre confrère, il s'est dit, au lieu d'aller prendre en photo juste les gens en train de pleurer, pouf, j'ai montré l'envers du décor. Donc, toute proportion gardée, vois-tu, Fred, ce qui est intéressant, c'est que le métier de photographe, c'est véritablement ce que l'on y met, nous, avec notre cœur, notre œil, notre sensibilité, pour montrer quelque chose sur une même situation. Toi, Fred Marie, tu n'auras pas forcément le même traitement de l'image que moi, Mathieu Baudot, je l'aurai. Toi, Fred Marie, en tant que photoreporter, moi, en tant qu'auteur photographe, vraisemblablement, en fonction de nos parcours, etc., on aura une sensibilité différente. Peut-être qu'un certain nombre de personnes préféreront tes photos, sur le même sujet, je parle, préféreront ton traitement, et d'autres préféreront le mien. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Voilà. Est-ce que j'ai pu répondre un peu à ta question ou... Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, ce cas, je pense, sans le vouloir aussi, tu mets un autre élément qui est intéressant, c'est la pensée politique, mais politique pas au sens partisan du terme, mais le fait de montrer ce genre de scène, sachant que le photographe a très probablement été lui aussi parqué, accrédité, enfin manipulé par la com locale, mais il a voulu montrer, peut-être par orgueil ou par sentiment personnel, ce que tu as expliqué, ce qu'une machine aurait peut-être du mal à faire, quoique on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, mais ça sera compliqué, c'est évident, de montrer le côté absurde d'une scène. Mais je vois exactement, tu vois, c'est vachement intéressant de discuter de ça parce que on peut avoir une vision erronée, notamment à travers les réseaux sociaux, de ce qu'est une organisation professionnelle comme l'UPP, des systèmes de pensée des gens, tu vois, parce que j'ai remarqué, et c'est pour ça qu'au début, moi, j'ai complètement évacué l'idée de rejoindre une structure comme l'UPP ou un syndicat ou quelque chose qui rassemble des gens pour défendre des droits. Pourquoi ? Parce que bien souvent, le discours qui est mis en avant sur les réseaux sociaux va toujours dans un sens, enfin, pas toujours, mais en tout cas beaucoup, sur de la critique ou de la prohibition ou tu vois, de l'interdiction ou et pas tant dans la réflexion qui va se dire ok, il y a des gens qui pratiquent ça, mais pourquoi ? Est-ce que ça serait pas l'occasion de repenser quelque chose ? Tu vois ce que je veux dire ? Je vois exactement ce que tu dis et c'est exactement la façon dont je m'inscris exactement dans ce système de pensée.
je crois qu'il est important pour une organisation professionnelle comme la mienne, comme la nôtre, et donc c'est la raison pour laquelle je t'invite vivement à prendre ta carte à l'UPP, mais en plus pour les membres de collectif, c'est un peu moins cher que pour les autres, donc profitez-en. Mais on doit avoir bien évidemment des réflexions sur notre propre métier, c'est évident, sur nos pratiques photographiques, mais je m'inscris, moi, dans une démarche qui est une démarche constructive. Bien évidemment qu'il faut dénoncer lorsque les choses ne sont pas bien. C'est normal. Et lorsqu'il y a, je veux dire, la violation de la loi, il faut dénoncer la violation de la loi. Ça, c'est évident, c'est normal. Je veux dire, on peut pas... Enfin, quand on n'a pas le droit de rouler à 200 km/h sur les routes, on n'a pas le droit. Bon, il y a un gendarme. Donc là, on sait que c'est la raison pour laquelle on va rouler à 130 sur l'autoroute et à 80 sur les autres. Bon, très bien. Et à 30 en ville. Bon. Mais l'idée générale, c'est aussi donc d'être pouvoir Enfin, quand je disais tout à l'heure, l'imagination doit être au pouvoir, donc pour reprendre ce vieux slogan des années de mai 68, mais l'idée générale, c'est ça. Moi, je ne vois l'organisation professionnelle, et particulièrement donc en l'espèce l'UPP, je ne la vois que comme organisation qui construit, qui propose et qui construit. Qui peut construire toute seule et qui peut construire avec des autres. Et la plupart du temps, c'est avec les autres. Moi, je construis avec notamment le ministère de la Culture. Je suis en étroit contact avec les différents services du ministère de la Culture avec lesquels nous sommes investis. Et je trouve que c'est ça qui est important, et c'est de pouvoir porter notre message. Et l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de défendre le photographe professionnel. On s'entend. In fine, c'est ça le principe de base. Donc, on se pose des questions sur notre métier, bien évidemment, comment il évolue au sein même de la société, par rapport à un certain nombre de règles de droit, etc. C'est normal. Et après, nous, on construit quelque chose. Mais on n'est pas uniquement revendicatif et prohibitif, surtout pas. On est là, et je crois que dans le cadre de l'entretien que nous avons en ce moment, il me semble avoir été énormément dans le cadre d'un système de proposition et de construction. Alors bien évidemment, avec un peu de prohibition, bien évidemment, parce qu'il y a lieu d'eux, mais je suis un homme constructif. Et l'UPP, de manière générale, ma vice-présidente, Lucie Sassia, l'ensemble de mon bureau et du conseil d'administration de l'UPP, nous sommes constructifs. On ne veut pas être arc-bouté sur quelque chose, etc. On est dans une évolution, on évolue. Il y a des choses qui existent, qui doivent être maintenues, il y en a d'autres qui doivent être modifiées. Eh bien, allons-y. Voilà. C'est dans ce sens-là que je m'inscris. Et toujours dans le cadre de ce qui a été fait par tous mes prédécesseurs, et j'en suis très fier. C'est super, et c'est pour ça que c'est aussi plaisant de discuter avec toi, et on pourrait continuer pendant longtemps. Écoute, flatteur. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent, et en matière de droit, peut-être, en matière de protection? Plus général, j'aurais tendance à dire que nous avons la chance de faire un très beau métier. Si on est photographe, on ne l'est pas par hasard, je crois. C'est parce que véritablement on l'a choisi, quel que soit l'âge où on l'a choisi. On peut l'avoir choisi à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, comme moi je l'ai fait. Très bien. Je me suis dit, je faisais un petit peu de photo. J'étais déjà même mon club photo quand j'étais gamin au lycée. Mais bon, ça c'est un autre problème. Enfin, c'est une autre histoire. Mais ça, on en discutera autour d'un verre de vin. Mais quand tu viendras à Paris ou quand moi je viendrai à Toulouse. Mais pour revenir à ta question et pour pouvoir conclure, nous avons la chance de faire un très beau métier. Et c'est un métier qui a cette chance-là, c'est qu'il lie un certain nombre de choses. D'une part, bien évidemment, une créativité artistique. Et je suis très attaché, moi, à cette créativité artistique, qui peut être plus ou moins développée en fonction de nos appétences, de nos goûts propres. Chez certains, ce sera plutôt très technique. Chez d'autres, ce sera extrêmement développé jusqu'à arriver à une activité plasticienne, voire avec un mélange dans d'autres arts, ce qui est, pour moi, dès qu'il y a une émulsion ou une émulation des émotions, eh ben, je trouve ça magnifique. Alors, pour moi, ce qui importe pour les photographes, c'est que, on défende leurs droits. Bien évidemment, ça passe par
je pense que c'est ça qui est extrêmement important par l'appartenance à une organisation professionnelle comme l'UPP, parce que, je le disais tout à l'heure, nous avons des salariés, et les salariés ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc ce ne sont que nos cotisations, et c'est grâce à ça que l'on est complètement indépendant par rapport à tout. Donc, c'est dire que nous sommes l'UPP est une organisation indépendante pour défendre le droit et les intérêts des photographes. Donc, bien évidemment, le fait d'appartenir à une organisation professionnelle, je trouve ça extrêmement important parce que même si on estime que les avantages que nous proposons avec nos partenaires, que ce soit des tireurs, des assurances, etc., il y en a plein de presse, enfin bon bref, on a beaucoup d'avantages à proposer à nos adhérents. Il n'empêche que l'élément essentiel, c'est de dire j'appartiens à une communauté d'intérêt, à une communauté professionnelle, et cette communauté, la communauté des photographes, c'est celle qui est portée par l'Union des photographes professionnels. La deuxième chose, j'aurais tendance à dire, c'est tout ce qui touche en fait aux droits collectifs. Et donc là, j'en arrive aux sociétés d'auteurs, aux OGC, les organismes de gestion collective, pardon. Donc, bien évidemment, la CEF, la première d'entre elles, je rappelle que nous avons été, y compris avec la FFPMI d'ailleurs, à l'origine de la création de la CEF en 1900, j'ai oublié le 99 ou 2000, enfin bref, 20 ans, il y a 20 ans. Nous avons été à l'origine de la création de la CEF. La CEF, c'est pas compliqué, c'est très simple, c'est 15,24 € à vie. À vie. On ne peut pas faire mieux. Et tous les ans, on reçoit des droits au titre collectif. À titre collectif. Tout le monde connaît la SACEM. Pour la musique, c'est grosso modo la même chose, mais pour les arts visuels de manière générale et la photographie en particulier. Il y a d'autres organismes de gestion collective, OGC, qui travaillent aussi, que l'on pourra citer une autre fois. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais qui existent aussi. Voilà. Donc, pour un photographe, je pense qu'il est important d'être dans une organisation professionnelle pour simplement, dans une première part, participer à une communauté professionnelle. Éventuellement, bien évidemment, pour ceux qui s'intéressent, d'avoir tous les avantages en nature, etc., dans le cadre de notre métier. Et les dieux savent qu'il y a un paquet d'avantages à être adhérent à l'UPP. Et ensuite, avec évidemment tout le conseil juridique que l'on peut apporter de manière individuelle. Et ça, c'est tout de même important. Les lectures de portfolio, enfin voilà. N'hésitez pas à aller sur le site upp.photo. Et après, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, devenir sociétaire d'une société d'auteurs comme la SAIF. Voilà. Et je renvoie les auditeurs pour continuer leur écoute du podcast vers l'épisode qu'on a fait avec Pierre Sio de la SAIF, justement, où il en parle pendant un petit moment aussi. On avait enregistré ça au Festival de l'ISA pour l'image. Et c'est un épisode très intéressant pour comprendre comment ça fonctionne, justement. Alors, Pierre Sio, que je connais bien par ailleurs, qui est donc actuellement le vice-président de la SAIF, qui est aussi un photojournaliste basé à Marseille, un militant de longue date pour la défense des droits des photographes et bien évidemment membre de l'UPP. Et c'est là où je rejoins sur Pierre Sio. Bien évidemment, il a son discours extrêmement bien fait pour les photographes de manière générale, mais où lui, il est là en tant que représentant de la société d'auteurs. Moi, je suis là en tant que représentant de l'organisation professionnelle. Ce sont malgré tout deux choses, parce que parfois, nos consoeurs, nos confrères confondent en disant « Ah, mais je suis membre de la CEF. » Oui, mais c'est autre chose, c'est pas la même chose. Ou alors, des membres de l'UPP qui disent « Oh non, mais je suis membre de l'UPP, j'ai pas besoin d'être la CEF. » Non, ce sont complémentaires, ce sont deux choses différentes. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué dans nos... Tout comme parfois, on confond l'URSSAF et la Sécurité sociale des artistes auteurs, etc. Enfin bon, ouais. Donc, n'hésitez pas. D'un côté, la CEF, la société d'auteurs, safe.fr si je ne me trompe pas. De l'autre côté, l'organisation professionnelle, donc l'UPP, upp.photo. Et surtout, faisons fonctionner nos ménages, cherchons sur Internet, et vous verrez qu'en définitive, nos auditeurs,
ils trouveront leur compte et ils se rendront compte que, in fine, une organisation professionnelle comme la mienne, elle apporte quelque chose. Et elle fait évoluer notre métier, et elle essaye d'animer au mieux notre communauté d'intérêt, notre communauté professionnelle. Écoute, merci pour ce partage, pour toutes ces infos, et puis on renvoie les gens sur le site de l'UPP, et puis au plaisir du coup de continuer cette discussion autour d'un verre de vin. Très bien, parfait. Merci Fred, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées et pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.